Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur le plateau du dimanche soir avec cette semaine mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Alioune. Thierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Alioune. Tout à l'heure en seconde partie, nous allons recevoir Madame Ella Feki qui viendra nous présenter son roman qui s'intitule Noces de Jasmin. Également, nous recevrons Madame Amina Sek qui viendra nous parler de la deuxième édition du Salon du livre féminin qui s'est tenu à Dakar la semaine dernière. Mais tout de suite, nous allons recevoir un titulaire d'un PhD en management public. Il est secrétaire permanent à la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics de la présidence de la République du Sénégal. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Repenser les politiques publiques et réinventer l'État ». Nous recevons Dr Morsec. Nous allons également recevoir un consultant et formateur. Il est le fondateur de l'association Ouattalibi, qui a pour objectif de former et de sensibiliser les populations sur la sécurité routière. Nous accueillons M. Chérif Sen. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer avec vous, Dr Sek. Vous venez nous présenter cet essai que vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal qui s'appelle « Repenser les politiques publiques et réinventer l'État ». Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent à la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics à la présidence de la République. On sait que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a mis en place cette commission pour évaluer les politiques publiques. Et comme vous l'avez bien dit dans votre ouvrage, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait au Sénégal depuis les indépendances. Également, vous essayez d'expliquer un peu ce qu'est une évaluation qu'on confond souvent avec l'audit ou bien le contrôle. Et même là, l'audit, vous expliquez qu'on confond souvent surtout l'audit et l'inspection. Parce que déjà, l'audit a un peu mauvaise presse. Dès qu'on parle d'audit, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'inspection, alors que l'audit, c'est un peu ce qu'on appelle le contrôle doux par rapport au contrôle dur qui est l'inspection ou bien le contrôle. C'était important pour vous de préciser déjà ça par rapport à l'évaluation. Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier, M. Ndiaye, pour votre invitation donc, à votre émission et puis par la même occasion, remercier aussi vos co-présentateurs ici présents. Donc, de m'avoir donné vraiment cette opportunité de revenir un peu sur cet ouvrage et sur le sujet traité dans cet ouvrage. Je crois que quand je parle de l'ouvrage, je préfère toujours porter ma casquette d'expert en organisation politique et management public que de mes fonctions au niveau de la présidence de la République. Parce que ce que je dis dans l'ouvrage, je le dis en tant que technocrate, en tant qu'expert, pas dans mes qualités de secrétaire permanent à la présidence. Donc, je crois que c'est important pour qu'on puisse faire la part des choses dès le départ. Donc, ce n'est pas une position officielle d'un État. C'est la position vraiment d'un expert. C'est la position de l'évaluateur, déjà. Voilà, c'est ça, d'un expert qui... En soi, il est neutre. C'est ça, d'un expert qui parle. C'est ça, donc, moi, je vois le regard objectif de l'évaluateur. Exactement, c'est exactement ça. Donc, je crois que cet ouvrage, il fallait le faire. Donc, parce qu'après autant d'années au service de l'État et de l'administration du Sénégal, parce que quand même, bon, j'y ai passé au moins 35 années dans la haute administration sénégalaise. Je crois que c'est important. Et je crois que depuis mes premiers jours, j'ai eu vraiment l'envie de ne jamais sortir de l'administration sans pour autant laisser quelque chose pour les générations futures. Donc, je crois que l'ouvrage ne devrait pas être écrit au début de ma carrière, ni même au milieu de ma carrière, mais ça devait s'écrire à la fin de ma carrière. Je crois que c'était important pour moi. Donc ça, c'est d'abord le premier point. Ensuite, c'était une façon pour moi de rendre hommage à cette administration, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, et à cet État, donc qui m'a tout donné. Nous sommes des fonctionnaires dans le sang, donc nous avions le choix de faire autre chose, nous avons choisi d'être fonctionnaires. Je crois que, et de servir l'État, je crois que aussi ça c'est important. Donc cet État nous aura tout donné,
Et je crois que nous avons aussi l'obligation et le devoir de lui rendre au moins un tout petit peu de ce qu'il nous a donné. Donc, et nous, fonctionnaires sénégalais, nous n'avons pas la culture de l'écriture. Ça, c'est aussi une vérité. Je crois qu'il y a de plus en plus, nous recevons, nous, presque chaque semaine, des fonctionnaires qui sont bien placés pour savoir que maintenant, de plus en plus... Exactement. Donc, de plus en plus, les gens s'adonnent à l'écriture et essaient de partager leur expérience et leur connaissance. Donc, mais je crois que au début des indépendances, jusque dans les années 2000, il y a peu de fonctionnaires qui s'adonnaient un peu à cet exercice. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut le saluer, que beaucoup d'agents de l'État, à un certain niveau, essayent de partager ce qu'ils ont vécu dans l'administration. Et quand on écrit, je crois que c'est justement, pas dans le sens uniquement de critiquer des choses, mais c'est dans le sens d'essayer de les parfaire. Je crois que c'est important. Absolument. Parce que quand même, bon, quand on est dedans, on a la chance de pouvoir vivre certaines choses que peut-être celui qui est dehors et qu'on est supposé servir, qui est donc l'usager, ne peut pas voir. Et je crois que quand aussi on a cette responsabilité de prendre des missions qui vous sont données par vraiment vos concitoyens, parce que c'est ça le fonctionnaire en fait. Donc vous avez l'obligation de leur rendre compte. Je crois que pour moi, c'est une façon aussi de rendre compte un peu à tous les citoyens sénégalais et tous les usagers de l'administration et de l'État du Sénégal. Donc, et là, pour revenir un peu sur votre question, je crois qu'au Sénégal, c'est devenu même une sorte de chanson. Hein. Quand on parle d'audit, même chez toi, quand votre femme fait des choses, mais je vais vous auditer. Tu vois. Donc tout le monde audite ce terme. Quand les gens pensent qu'il y a une structure qui ne fonctionne pas, on dit non, il faut auditer la structure. Quand quelqu'un vient quelque part, il n'est pas content, il dit non, il faut auditer la structure. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Donc je crois que, et ça c'est peut-être dans notre quotidien, nous utilisons souvent des termes pour lesquels nous ne maîtrisons pas exactement les véritables significations. Et les termes sont très proches les uns des autres. Et quand on vient dans ce champ précis, on parle d'audit, on parle d'inspection, on parle de vérification, on parle de contrôle et on parle d'évaluation aussi. Et l'évaluation est une chose très nouvelle au Sénégal. Et ça, c'est... Parce qu'avant de parler d'évaluation, j'aimerais qu'on fasse, peut-être pour ceux qui nous regardent, la différence entre, comme vous dites, l'audit est un terme assez galvaudé, faire la différence entre l'audit et l'inspection. Parce que l'inspection, contrôle, vérification, là, ils sont assez semblables. C'est ça. Mais ils sont complètement différents de l'audit. De l'audit. Donc, et l'inspection, la vérification, le contrôle, comme vous dites, c'est des termes très semblables, effectivement, qui sont beaucoup plus proches les uns les autres que du terme audit. Absolument. Donc quand on parle de l'inspection, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'instruction, et les termes anglo-saxons que les gens utilisent, donc on parle de hard control and soft control. Donc le contrôle dur et le contrôle vraiment doux. Le contrôle dur, ça c'est vraiment l'inspection et la vérification. Le programme d'une inspection, il n'est jamais communiqué à l'avance. Exactement. Donc les gens, en fait, ils doivent venir le faire de façon inopinée. Donc, pour le faire. Et là, le but, c'est de vérifier justement des régularités. Il y a une méfiance au départ. Bien sûr, il y a une méfiance, effectivement. Ça, c'est un terme très important dans ce domaine. Et ça, l'objectif, c'est de voir si les gens ont respecté les règles, ont été conformes à la législation qui régit ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être une législation financière, ça peut être une législation juridique, etc. Et là, ça peut aller jusqu'à des sanctions. Quand on fait de l'inspection et de la vérification, l'objectif, c'est de sanctionner. Maintenant, quand on dit sanctionner, c'est sanctionner soit positivement parce que le gars a bien fait, et l'inspection va recommander à qu'il soit décoré, à qu'il soit promu, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors sanctionner négativement parce que le gars a mal fait. Et là, ces sanctions peuvent être des sanctions administratives, ça peut être des sanctions financières, et ça peut aller même jusqu'au pénal. Donc, c'est ça le but de la vérification, de l'inspection et du contrôle. Donc, ces termes sont beaucoup plus similaires que le terme audit qui se démarque de cela. Tout à fait. L'audit, c'est vraiment quelque chose qui est communiqué à l'avance. Il faut vraiment préparer l'audit avec celui qu'on doit auditer. C'est ça, en réalité. Parce que l'audit, c'est un accompagnement, tout simplement. Absolument. Donc, c'est pour essayer de voir par rapport à la conformité à des procédures existantes. Tout à fait. Donc, on a un manuel de procédure dans une structure, on a des outils de gestion que nous utilisons et on va voir si par rapport à cela, le respect a été respecté, le respect des règles a été vraiment de mise, ou alors ça nous permettra à l'issue de l'audit de voir si ces règles sont à améliorer
ou si ces règles sont bonnes et peuvent continuer à être utilisées. Absolument. Donc, c'est pour vraiment conseiller. Donc, ça, c'est le travail d'un conseiller en management, en fait, d'un expert. Absolument. Donc, qui fait ce travail-là. Donc, c'est un peu ça, de façon très ramassée, Absolument. que je peux expliquer. Et maintenant, la particularité de l'évaluation, c'est quoi, en fait? Voilà. Donc, l'évaluation, justement, vient dans une autre position et se démarque complètement de ces termes. Que ce soit du terme audit, que ce soit des termes inspection, vérification, contrôle. L'évaluation n'est pas synonyme de ces termes-là. Et l'évaluation est complètement différente. Donc, l'évaluation, c'est vraiment un outil qui permet d'améliorer la prise de décision. Donc, l'évaluation est en réalité destinée pour les managers publics, les gens qui sont dans des positions de management. Donc, et ça leur permet de parfaire leurs décisions. Parce que l'évaluation va nous permettre de partir des résultats, de voir un peu l'exécution. Est-ce que vraiment les objectifs qu'on s'était fixés ont été bien atteints? Et là, de pouvoir indiquer des correctifs si toutefois on a un peu dévié, ou bien en tout cas de faire de nouvelles propositions. Donc ça permet aux décideurs de pouvoir avoir une visibilité pour mieux prendre ces décisions. Et je crois que c'est important quand on est dans une position de leader qu'on puisse faire de l'évaluation autour de soi. Et cette évaluation-là nous permet de parfaire notre propre management. Donc, de notre propre management dépend le management de nos collaborateurs. Parce qu'on parlera de l'évaluation de la performance aujourd'hui dans le contexte actuel du budget programme et tout ça là. Donc, on a besoin quand même d'un manager public qui est capable de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions sont très larges. Hein. Ça va jusqu'au choix de vos collaborateurs. Tout à fait. Donc de là où celui-là, il mérite d'être là, celui-là, il ne mérite pas d'être là. Celui-là, il a des compétences pour faire ceci, celui-là, il a des compétences pour faire autre chose. Et ça, c'est l'évaluation seulement qui pourra vous le permettre. Donc l'évaluation est vraiment un procédé qui accompagne donc particulièrement le manager. Parce que là, vous parlez de la partie, comme vous l'avez dit dans l'ouvrage, de la partie ex-ante. Mais, comme vous l'avez bien précisé, l'évaluation, c'est quelque chose qui se fait, c'est un long processus. C'est-à-dire que ça se fait avant, pendant et après. Exactement. Et c'est ce qui fait que l'évaluation, c'est un processus généralement qui s'inscrit dans le moyen ou le long terme. Donc, parce que quand on fait de l'évaluation... Ça va souvent, excusez-moi de vous couper, ça va souvent avec le terme suivi, comme dans Exactement, exactement. Donc, on parle de suivi et d'évaluation. Et quand on parle de suivi, là, on parle généralement du côté de disons, du pilotage de la performance. Quand on parle du pilotage de la performance, c'est là où le suivi de l'action a sa raison d'être. Quand on parle d'évaluation, là, on est beaucoup plus dans vraiment l'atteinte des objectifs, l'atteinte des résultats qui nous sont fixés. Donc, c'est un peu ça qui fait que les deux termes vont ensemble. Parce que c'est important de faire du suivi et de l'évaluation, parce que le suivi nous permet de pouvoir avoir une sorte de contrôle de ce que nous sommes censés faire pour atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés là-bas très loin. Et l'évaluation qui arrivera au bout nous permettra de dire si tout ce processus a été respecté et bien fait, et est-ce que c'est ce qu'il fallait effectivement faire. Absolument. Et dans nos États, particulièrement les États qui sont vraiment d'origine francophone, malheureusement, l'évaluation n'est pas dans notre culture. Absolument. Au Sénégal, comme je l'ai dit, on n'a jamais procédé. Beaucoup de Sénégalais pensent qu'on fait tout le temps de l'évaluation parce que c'est un terme qui est utilisé. Hein. On n'a jamais fait de l'évaluation de politique publique au Sénégal. On a fait des revues de programme au Sénégal. Parce que c'était ma prochaine question un peu par rapport au fait que c'est vraiment une mentalité assez anglo-saxonne. Avant de passer la parole à mes camarades, qui je pense qu'ils ont bien apprécié l'ouvrage et qui ont beaucoup de choses à dire, là, on se dit peut-être pourquoi... peut-être l'évaluation à mauvaise presse, on se pose la question, est-ce que c'est pas parce que peut-être que c'est un concept assez flou, peut-être qu'il est au carrefour de plusieurs autres concepts, parce que de plus en plus on parle vous avez parlé par exemple vraiment de l'évaluation ex post par rapport à ce qui peut être la gestion axée sur les résultats, il y a beaucoup vraiment de concepts comme ça maintenant, et à un moment donné on se dit, est-ce que l'évaluation ne vient pas en surplus et que, in fine, il y a beaucoup de structures qui font déjà de l'évaluation sans pour autant qu'on les appelle des structures vraiment d'évaluation, en fait. Bon, quand on dit qu'il y a beaucoup de structures qui font de l'évaluation,
je ne pourrais pas dire non, parce qu'encore une fois... Vous direz oui et non, comme on dit maintenant. Voilà, parce qu'il n'y a pas une technique propre à l'évaluation. Parce que c'est comme si on disait que pour faire de l'évaluation, voilà la technique pour faire de l'évaluation. Il faut bien préciser qu'il n'y a pas une technique particulière pour faire de l'évaluation. Donc il y a une méthodologie, certes, mais la technique d'évaluation, on ne peut pas dire qu'elle est là, c'est ça la technique, point barre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Absolument. Donc c'est une chose assez ouverte, effectivement. Donc, il faut dégager des indicateurs, il faut établir un cahier de charges pour savoir exactement les contours de la mission d'évaluation, parce qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs, avant de rentrer dans votre mission d'évaluation. Maintenant, chez nous, nous pensons, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, que peut-être on se limitera aux autres vraiment terminologie que nous avons énumérée tout à l'heure. On préfère faire de l'audit, on préfère faire de la vérification, de l'inspection, etc. Mais c'est l'évaluation qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les actions publiques qui sont déroulées et sur la définition des politiques publiques. Ce n'est pas une inspection qui va te donner ça, ce n'est pas une vérification qui va te le donner. Même un audit aura des limites pour pouvoir les déceler. Seulement l'évaluation pourra le faire. Et l'évaluation n'a pas pour objectif de punir personne. L'évaluation n'a pas pour objectif... L'évaluation a pour objectif de contribuer à donner aux managers publics ou bien aux managers de façon générale des outils supplémentaires pour pouvoir avoir une meilleure visibilité de ce qu'on lui a confié. Je crois que ça, c'est la Comme vous avez dit tout à l'heure, ça intervient dans le decision-making process. Mais voilà, donc ça c'est important. Ça, c'est important. Maintenant, comme elle est d'origine anglo-saxonne, c'est normal que nous, pays francophones, qui avons hérité de l'administration française, de l'État français, qu'on ne puisse pas en faire notre culture, parce que même la France qui nous avait colonisés, c'est vraiment vers les années 80 que la France s'est lancée vraiment de façon très engagée dans les processus d'évaluation. Hein. Donc l'évaluation date du siècle précédent et ça vient des États-Unis. La première mission d'évaluation concernait des enseignants, la formation d'enseignants. Donc c'est à partir de 1960 qu'on a commencé à vraiment l'étendre et l'utiliser pratiquement dans tous les domaines concernant toutes les politiques publiques dans le monde anglo-saxon. D'abord Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, et ça s'est étendu après dans les mêmes périodes dans les pays anglo-saxons d'Europe du Nord, donc Grande-Bretagne, les pays scandinaves, etc. C'est seulement dans les années 80 qu'un pays comme la France a commencé à pratiquer vraiment de l'évaluation de ses politiques publiques. Donc c'est normal que nous, Sénégal, qu'on dise que voilà une commission qui n'a été opérationnelle chez nous qu'à partir de 2019. Tout à fait. Bien que l'existence de la commission, quand vous retournez 2012, dans les décrets de répartition des services de l'État qui se sont succédés en 2012, quand le président actuel a pris le pouvoir, dans le décret de répartition des services de l'État, ça c'est le décret qui donne chaque ministère quelles sont les structures qui la composent. À chaque remaniement ministériel, il faut le faire. Donc, parce que c'est pourquoi vous voyez les noms des ministères changent, les noms des directions changent, évoluent, etc. Donc c'est ce décret qui le publie. Et dans ce décret justement de 2012, on voyait déjà la volonté, en tout cas du président actuel, d'instaurer une commission d'évaluation de suivi des politiques publiques et de le mettre au niveau de l'exécutif réellement, au niveau de son cabinet. Parce que sur le plan vraiment réglementaire au Sénégal, l'évaluation des politiques publiques est prévue, même si elle n'est pas faite. Mais l'évaluation est une mission qui est consacrée à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes, pour le faire. Mais ces structures, particulièrement l'Assemblée nationale, on se pose la question, est-ce qu'ils ont les moyens techniques de pouvoir procéder à des évaluations de politique publique? Donc c'est bon aussi pour l'exécutif, tel que ça a été fait avec la commission d'évaluation et de suivi des politiques programmes publics, de pouvoir avoir une structure qui lui donne une visibilité, parce que les décisions de réalisation des actions publiques, c'est l'exécutif qui les donne. Donc c'est bon pour l'exécutif de temps en temps qu'on puisse lui dire ça c'est pas bon, ça il faut rectifier, ça il faut mettre une croix dessus, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'historique qui fait qu'aujourd'hui on essaie, c'est encore des balbutiements, il faut le dire. L'évaluation coûte très cher, demande beaucoup de moyens que peut-être nous qu'on n'a pas. Et on est en train de travailler sur les moyens, malgré tant bien que mal, de pouvoir quand même l'institutionnaliser au Sénégal et de pouvoir le mettre dans notre culture administrative et étatique. Donc je crois que c'est important parce qu'on n'a pas trop de moyens et on ne peut pas se payer le luxe de gaspiller le peu de moyens que nous avons. Pour éviter cela, il faut qu'on évalue tout ce que nous faisons. Absolument, Laura. Bonsoir, Dr Seck. Bonsoir. Félicitations pour votre ouvrage qui aborde, je pense, une thématique qui est assez cruciale quand même, celle de la réforme des politiques publiques. Pour resituer un petit peu nos téléspectateurs, vous proposez à travers les différents chapitres de nous pencher à la fois sur l'évaluation des politiques publiques, mais aussi les questions de bonne gouvernance
Vous parlez de la démocratie, vous avez cité de nombreux programmes qui ont été mis en place pour que justement cette bonne gouvernance aussi soit effective. Et moi, je pense que vous êtes un décrypteur, hein, parce que c'est un véritable décryptage que vous nous proposez. C'est un travail qui est très méticuleux, que je salue, parce que ne serait-ce qu'au début, on commence par 3 pages d'acronymes et d'abréviations, parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. C'est un ouvrage qui est très dense, beaucoup d'annexes aussi, et ça reste quand même assez digeste parce que c'est pédagogue. Donc, je pense que c'est important pour pouvoir justement mettre à disposition des populations qui sont concernées par ces politiques publiques-là, de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se fait, comment ça s'est fait, et aussi comment on peut les réévaluer. Et justement, c'est l'économiste qui préface votre ouvrage, Jean-Michel Treille, qui le dit assez bien, je pense, quand il dit à quoi sert-il de penser et de préparer des plans qui fixent les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, si l'on ne s'interroge pas régulièrement justement sur les moyens qui ont été effectivement mis en œuvre. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est vraiment de toujours pouvoir re-questionner les choses. Je pense que dans tous les domaines d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on devrait faire de façon assez systématique, dans le sens où c'est très important et c'est un peu comme ça qu'on se les approprie, je pense, de pouvoir re-questionner, de maîtriser les notions et de pouvoir ensuite se faire son propre avis. Vous citez un certain nombre de décrets, de codes que l'on peut retrouver et qu'on peut justement aussi s'informer par nous-mêmes pour pouvoir avoir un regard aussi, comme vous le faites, sur est-ce que ceci est pertinent, comment pouvoir changer ces choses-là. C'est votre fonction, hein, vous êtes secrétaire permanent dans la commission d'évaluation. Et justement, dans ce cadre, ce que j'aurais aimé comprendre un peu plus en détail peut-être, c'est quels sont vos échanges finalement et vos interactions avec les décideurs. Je vois que vous pointez du doigt directement certains textes, hein, notamment avec la déontologie par exemple. Vous interpellez directement le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Et ma question, c'était un petit peu quels sont vos échanges concrètement, comment vos recommandations finalement se mettent en place de manière effective. Voilà, je vous remercie madame, donc je vous remercie pour en tout cas l'appréciation positive de cet ouvrage. On a essayé de faire de notre mieux pour que les gens comprennent, parce qu'on a essayé de l'écrire pour le Sénégalais vraiment commun. Donc essayer de nous détacher un peu de ce langage technique et expert, donc qui permettra à tout un chacun qui est intéressé par l'État et l'administration de pouvoir s'y imprégner. Donc voilà, je commencerai par la dernière partie de votre intervention, à savoir vraiment l'interaction avec les décideurs, particulièrement avec l'exemple des aspects déontologiques et éthiques, etc. Je crois que c'est important parce que vous savez, en 2021, avant de boucler cet ouvrage, l'État du Sénégal avait finalement décidé, à travers le ministère de la fonction publique, de mettre en place un code de déontologie des fonctionnaires de l'État du Sénégal. Donc c'est un projet de décret que j'ai essayé d'étudier. Et quand je l'ai vu, ce qui a sauté tout de suite, c'est que j'ai vu 2 grands titres dans le projet de décret. Il y avait un titre 1 qui parlait des devoirs des fonctionnaires et un titre 2 qui parlait des droits des fonctionnaires. Mais je crois qu'il y a des choses élémentaires quand il s'agit de code de déontologie. Dans un code de déontologie, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est d'y intégrer des problèmes de droit des agents. Parce que quand vous le faites, le manquement à leur devoir se justifiera justement par vous, votre limite à pouvoir satisfaire le droit. C'est une raison très simple. Donc dans un code de déontologie, en management public, on ne met pas de droit. Les droits des fonctionnaires sont réglés dans des problèmes statutaires. Quand on va au Sénégal, c'est la loi 61-33 du 15 juin 61 qui règle le statut des fonctionnaires du Sénégal. Dans ce statut, on peut parler de droit. Parce que c'est tout ce que vous allez reprendre. Vous ne pouvez même pas mettre des droits qui sont à l'encontre des droits qui sont déjà prouvus dans le statut. Donc ça, il est réglé. Mais dans le code de déontologie, vous devez mettre l'accent sur vraiment les devoirs qui les attendent. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens disent souvent dans les discussions que bon, les gens doivent tout le temps se poser la question qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur pays au lieu de penser à ce que leur pays... C'est un peu la traduction managériale de cette philosophie-là qui fait que dans un code de déontologie et d'éthique, on ne peut pas mettre de droit, on ne met que des devoirs. Donc ça, c'est fondamental. Donc j'ai quand même, dans l'ouvrage, attiré l'attention des gens, comme c'était sous la forme juste d'un projet, qu'on puisse quand même essayer de rectifier. Il y a 2 semaines, j'ai été informé que le projet a été repris, effectivement,
Et que le titre 2, comme on l'a demandé, le titre 2 a été enlevé. Donc, c'est normal. Et que ce projet devrait passer, parce qu'il y a 2 semaines, quand on me parlait, ce jour-là, c'était un jour de Conseil des ministres, et on me disait que le projet risque de passer dans ce Conseil des ministres de ce mercredi-là, il y a 2 ou 3 semaines comme ça. Donc, ce n'est pas encore passé. Mais en tout cas, pour moi, l'essentiel, ça, c'est peut-être des problèmes d'arrangement de l'agenda du Conseil des ministres. Voilà. Donc, mais pour moi, ce qui était important, c'est qu'on l'enlève. Parce que ça n'aurait aucun sens. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait, c'est un code d'éthique et de déontologie. Quand vous allez dans certains pays, et encore une fois, les pays d'obédience anglo-saxon, vous allez dans un pays comme la Tanzanie, par exemple. Dans l'administration tanzanienne, quand vous prenez fonction, le premier document qu'on vous donne, c'est un petit ouvrage qui fait la taille d'un petit carnet et qui regroupe à peu près 10 points qui concernent le code d'éthique et de déontologie de l'administration tanzanienne. Ça veut dire que quand vous prenez on vous dit voilà ce qu'on attend de vous. Voilà le comportement que les citoyens tanzaniens attendent de vous. Et je crois que dans une administration qui se veut émergente, on ne peut pas ne pas avoir un code comme ça. Et ça n'a rien avec le code général de déontologie dont on parle tout à l'heure. Ça, c'est un code général, mais on doit avoir vraiment des points spécifiques qui peuvent être mis à la disposition de n'importe quel agent recruté qui sort et doit prendre fonction dans une administration publique, ou en tout cas dans le secteur public de façon générale. Donc, je crois que ça, c'est déjà une forme d'interaction avec les décideurs. Mais vous savez, l'évaluation, les gens ont peur de l'évaluation. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à une chose très humaine qui est la résistance au changement. Quand on dit on veut aller faire une évaluation, encore une fois, et c'est pourquoi j'ai commencé par clarifier ces termes pour mettre les gens à l'aise. Et aujourd'hui, quand on dit à un responsable public qu'on doit faire l'évaluation de la politique publique qu'il gère, mais là, il doit être détendu, à l'aise, collaborer avec la mission d'évaluation pour qu'on puisse vraiment améliorer cette politique publique au bénéfice des usagers, au bénéfice des populations. C'est ça l'objectif qu'on doit viser. On a besoin d'avoir des services publics de qualité, on a besoin d'avoir des services qui sont délivrés à temps, etc., etc. Donc, on a besoin de la collaboration de ces responsables du secteur public pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. Mais on l'améliore pour qui? On l'améliore pour les usagers. Donc, au moins, ça les mettra à l'aise. On n'est pas venu ici pour contrôler quoi que ce soit, on n'est pas venu ici pour vérifier quoi que ce soit, c'est pour faire de l'évaluation. Mais c'est une nature humaine. L'homme n'aime pas le changement. Ça, de façon générale. C'est ça qui explique la résistance au changement. Et cette résistance peut se voir au plus haut niveau. Il ne faut pas penser que c'est juste des choses. Ça peut se voir au niveau même politique. Et c'est pourquoi, dans le chapitre sur le pilotage, j'avais dit, pour piloter les réformes, la première chose à faire et qui nous permet d'assurer le succès des réformes, c'est d'assurer un bon pilotage politique. Le pilotage politique, c'est le pilotage qui est au sommet, qui est vraiment entre les mains de celui qui a le dernier mot, de celui qui décide des changements ou pas. Parce que quelles que soient les réflexions que nous menons sur des sujets techniques, quand les conclusions seront données, disons, les concitoyens ont donné leur voix, ont donné leur feu vert à quelqu'un pour dire « Ok, c'est bon, on va le faire. Ok, c'est pas bon, on ne va pas le faire. » Et à ce niveau-là, vous pouvez rencontrer aussi des résistances. Parce qu'il y a des gens, ils sont bien dans leur privilège, ils sont bien dans leur petit coin, mais ils ne pensent pas un peu aux usagers. Et ils oublient à la limite quelque part qu'ici, nous sommes dans un champ d'intérêt général, parce qu'on parle d'État et d'administration publique, et c'est ça sa mission fondamentale. Donc, on ne se recroqueville pas sur soi-même. Le moi ne peut pas être devant. Donc, et ces gens vont essayer de faire des trucs pour pouvoir résister, pour que les choses ne se passent pas comme peut-être ça devrait se passer. Mais ça, c'est un combat. Et j'ai dit quelque part, là où je parlais de la mise en place d'un système national d'évaluation résilient, et je crois que c'est fondamental dans notre pays qu'on le fasse, on ne l'a pas encore fait chez nous. C'est ça qui nous permettra de détecter les champions, ce qu'on peut appeler les champions de l'évaluation. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, dans tous les domaines, les gens aiment parler de champions. Tu vois, quand on va dans le domaine... Parce que les champions, ce n'est pas seulement dans le domaine sportif. Quand on va dans le milieu de la santé, vous allez dans un hôpital, mais vous pouvez trouver des champions de la délivrance de la santé aux malades. Et ça, on doit pouvoir les sortir, les honorer. Donc, on ne peut s'appuyer que sur des gens comme ça. Si ça tombe que c'est le magistrat suprême, mais c'est tant mieux, ça va aller plus vite. Si ça ne tombe pas sur lui, les gens qui sont au-dessus de lui, autour de lui, pourront progressivement, comme il y croit,
essayer de le convaincre à y aller, etc. etc. Donc c'est vraiment un état d'esprit très anglo-saxon en fait. Oui. Ben oui, parce que moi je suis de formation anglo-saxonne. Voilà, et ça c'est toute la différence entre l'administration anglo-saxonne et l'administration française de toute façon. Voilà. Merci. Vous avez anticipé un petit peu ma deuxième question. C'était justement avec la question du pilotage, vous l'avez un petit peu dit. Ma prochaine question, c'était peut-être en détail, quelles sont les thématiques sur lesquelles finalement vous avez plus de mal à vous faire entendre sur certaines de vos recommandations? Vous avez donné peut-être l'exemple du pilotage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez du mal à convaincre parfois par rapport à certaines thématiques, certains thèmes? Je crois que quand on parle du pilotage, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire le chapitre 1, vraiment c'est la porte d'entrée de l'ouvrage. Si le pilotage n'est pas bon, tout le reste n'est pas bon. C'est ça la vérité. Donc quand vraiment une maison est mal gérée, on ne peut rien faire. Donc c'est un peu ça. Et c'est pourquoi tout part du pilotage. Maintenant, on peut trouver à l'intérieur des aspects bien précis. On a parlé un peu dans l'ouvrage de... Bon, ça, le problème de déontologie le règle aussi quelque part quand on parlait de la diffusion d'informations secrètes ou bien d'informations estampillées confidentielles, etc. pour les agents de l'État. Quand on parle du mode de recrutement des agents de l'État ou de nomination aux fonctions publiques, je crois que, comme on l'a dit dans l'ouvrage, le Sénégal est arrivé à la croisée des chemins dans sa recherche d'émergence. On ne peut plus continuer à être à contresens de la marche du monde dans certains aspects. Pour nommer des gens à des fonctions publiques. C'est-à-dire c'est des fonctions qui sont là que tout un chacun doit pouvoir occuper. Maintenant, pour choisir celui qui doit le faire, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nomme aux emplois civils et militaires dans nos constitutions, mais on doit pouvoir lui donner... une short list. L'encadrer et lui donner un peu d'outils pour pouvoir dire au moins, dans ses prérogatives, je ne vais pas prendre n'importe qui. Donc j'ai un petit groupe qu'on pense être le groupe expert de ces gens. Maintenant, on me donne la latitude, parce que c'est des choses qu'on organise, les compétitions, pour recruter des gens. On me donne la latitude de choisir parmi 3 ou 4 personnes. Parce qu'on sait que n'importe qui parmi ces 3 ou 4 personnes, nous pensons qu'il peut faire l'affaire. Donc, si vous ne sortez pas de ça, ça veut dire que c'est déjà bon. Déjà. Donc, ça, c'est déjà un aspect. L'autre aspect, moi, fonctionnaire, je dois me dire que la position que j'occupe est une position de privilégié. Il faut que les fonctionnaires voient ça comme ça. Et j'ai toujours donné la notion en disant que rien que le terme de fonctionnaire dans l'administration francophone pose problème. Et encore une fois, comme Alun disait tout à l'heure, quand je compare avec le monde anglo-saxon, comment on appelle le fonctionnaire dans le monde anglo-saxon? On l'appelle civil servant. Même pour quelqu'un qui ne comprend pas anglais. Quand on dit civil servant, même si vous ne comprenez pas anglais, vous pouvez avoir une idée de ce que ça veut dire. Parce que civil, c'est public. Servant, c'est quelqu'un qui sert. Donc, c'est un serviteur du public de façon littérale. Mais quand on dit fonctionnaire en français, pour quelqu'un qui décortique ce terme fonctionnaire, l'accent est mis où? L'accent est mis sur la racine fonction. C'est-à-dire qu'on donne plus d'importance à la fonction qu'on attribue aux gars qu'aux services qui doivent sortir de cette fonction pour aller chez les usagers. Il n'y a nulle part où on lui fait comprendre que vous êtes un serviteur de vos usagers. On lui dit que vous êtes plus fort que vos usagers. Et c'est pourquoi les fonctionnaires dans leur bureau, ils sont assis là, dans leur fauteuil, pleinement, et ils pensent tout le temps qu'ils doivent prendre leur temps. Quand les gens doivent venir les voir sur rendez-vous, ils prennent leur temps, vous attendez là-bas. Les dossiers... Mais malheureusement, ce n'est pas que les fonctionnaires. Hein. Ça, je pense que c'est un mal plus ou moins sénégalais. Oui, mais vous savez... On pourrait dire ça pour presque... Mais vous savez, Boussé Ndiaye, dans les autres domaines, moi, quand je suis responsable d'une structure privée qui m'appartient, à la limite, si je fais ça, ça ne se retournera que contre moi. Mais quand je gère l'intérêt général, parce que pourquoi il est important de mettre l'accent justement dans les agents du secteur public de ce point de vue-là? C'est parce que ces gens, ils servent tout le monde. Ceux qui sont dans les autres secteurs et ceux qui sont même en dehors du pays. Tous les gens qui sont là, c'est à vous de les servir. Donc vous avez un comportement qu'on ne demande pas à la femme qui vend ses arachides, ses cacahuètes d'or. S'il a envie de les vendre,
elle va développer une stratégie pour que les gens viennent. Si elle ne le fait pas, c'est le problème du sens du service. Mais voilà. Parce que vous l'avez bien dit, je pense que si mes souvenirs sont bons, dès son accession, le président de la République l'avait dit. Il avait souligné ce problème. Peut-être qu'il avait eu voilà, une histoire par rapport à ça, au service des gens, le sens du service dans la fonction publique. Bien sûr. Donc c'est un problème qu'il avait déjà adressé parce que nous, on a ce vrai... Parce que moi, je suis convaincu. Maintenant, il faut évoluer depuis maintenant. Exactement. Et moi, je suis convaincu qu'il veut évoluer parce qu'il n'était pas obligé de mettre une commission dans son cabinet. Je suis convaincu qu'il veut réformer. Je suis convaincu qu'il veut que les choses changent. Mais c'est encore une fois toute une machine. Toute une machine. Même si lui est à la tête, mais on va y arriver peut-être dans quelques années. Hein. Peut-être ce sera dans des mandats de président futurs qu'on arrivera vraiment complètement à ça. Mais il y a des changements que personne ne peut empêcher d'arriver. Si vous ne les prenez pas, vous ratez l'histoire, mais l'histoire vous l'imposera. C'est comme la sélection aux fonctions publiques. Tôt ou tard, le Sénégal sera obligé de mettre des procédures de sélection pour recruter des gens et les nommer à des fonctions. Qu'on le veuille ou pas, ça arrivera. Maintenant, moi, chef de l'État, mais je saute sur l'opportunité pour au moins garder ça pour la postérité et qu'on puisse dire c'est sous mon magistère que le Sénégal a shifté et allé... Déjà, sous son magistère, le Sénégal a créé cette commission. Exactement, c'est ce que je disais. Donc, ça montre que lui, il veut. Mais lui, il est entouré d'une machine. Hein. Donc, dans la machine, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui pensent autrement. Ben, ce combat-là, on va le faire. On va faire face à ces gens et puis... Lui, il nous aidera peut-être à remporter la victoire. On espère. Voilà. Bonsoir, M. Seck. Bonsoir. Docteur Seck. Moi, je vous félicite pour cet ouvrage parce que je pense que c'est le rôle d'un intellectuel, ou en tout cas d'un expert, de réfléchir un peu sur les problématiques qui touchent un pays, ou en tout cas d'apporter des idées dans le but d'améliorer les politiques publiques. En ce sens, c'est important. Et vous le faites avec une certaine indépendance. Et vous avez même précisé à l'entame de cette émission qu'il fallait faire un peu la part des choses entre le fonctionnaire ou le civil servant qui dirige la commission à la présidence et l'intellectuel. Et ça permet vraiment de plonger dans cet ouvrage, de parler. Pour moi, les politiques publiques sont importantes dans leur implémentation d'abord, mais aussi dans leur évaluation. Aujourd'hui, le Sénégal est sur une rampe d'émergence. Et quand on parle d'émergence, c'est enclencher beaucoup de processus structurels. C'est mettre en place des dynamiques. C'est construire, c'est bâtir, etc. Mais aussi, c'est se projeter. Et c'est surtout cela, d'ici 2035. Donc, c'est important à chaque étape de ce process d'avoir des évaluations, de rectifier le tir. Et ça, c'est important. Et vous l'amenez très bien dans votre ouvrage, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Après, vous dites aussi que tout à l'heure que je pense que oui, on sent beaucoup l'influence anglo-saxonne. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on n'a pas eu déjà antérieurement et depuis très longtemps des balbutiements d'évaluation dans nos sociétés? C'est vrai que l'Amérique, dans sa toute-puissance, en général, a charrié des changements énormes dans le monde et qui n'a pas laissé pour moi que de bonnes choses et en termes de politique publique. Mais c'est surtout que j'ai envie de dire que quand on prend un domaine, par exemple, comme la stratégie ou la géopolitique, il y a eu déjà, avant même l'émergence de cette dynamique d'évaluation de politique publique des États-Unis, cette évaluation, cette projection. C'est comme ça même qu'est né le pan-germanisme. Et avec Hélène plus tard, avec Ratzel, qui a amené l'Allemagne quelque part à être dans cette dynamique de conquête. Donc ce n'est pas peut-être fondamentalement l'Amérique qui a été un peu le précurseur de ça, mais même avant l'Amérique ou même avant l'Europe ici, pour moi, dans nos constructions sociales et sociétales, nous avions non seulement des codes, nous avions des comportements, même qui n'étaient peut-être pas écrits, mais en tout cas, nous avions des façons de faire qui permettaient l'évaluation, de s'auto-évaluer en société, et c'était important. La charte de Mandé, avant ça, toutes les révolutions qui ont été faites, c'était des manières de dire aux gens, aux civils serveurs, ou en tout cas ceux qui incarnaient des responsabilités pour le plus grand nombre, d'avoir des comportements
responsables. Et demain, s'ils n'ont pas cela, il y a des codes d'honneur qui faisaient qu'on défenestre ces gens-là pour remettre à leur place d'autres. Ça, donc, je pense que nous avons au sein de nos sociétés, depuis toujours, des moyens et des dynamiques qui nous permettent de nous évaluer, de nous auto-évaluer et de partir. Maintenant, c'est bien de s'ouvrir. C'est bien de prendre ce qui se passe ailleurs, d'être à la page. Mais nous devons, je pense que nous sommes malheureusement des sociétés qui basculons entre ce qui s'est fait ailleurs parce que nous avons été colonisés et aujourd'hui cette quête éternelle de notre propre identité. Il faudra faire le choix de l'équilibre. Ça, c'est un peu mon commentaire. Et j'ai deux ou trois questions à vous poser. La première, c'est intéressant, mais en lisant votre ouvrage, c'est un exercice qui m'est venu. J'ai envie de vous demander, vous l'évaluateur, l'expert, si on devait faire un alignement entre ces trois mots-là, qu'est-ce qui viendrait d'abord? Agir, décider et réfléchir. Dans les politiques publiques. D'accord. Vous savez, c'est en sens inverse que ça doit venir en fait. Agir, décider et réfléchir. On ne peut pas agir en premier, décider en second et réfléchir en troisième. Il faut réfléchir d'abord. Super. D'accord. Je crois que c'est ça un peu qui fait notre différence avec les autres animaux. C'est pourquoi le bon Dieu nous a dotés d'une intelligence. Nous devons réfléchir d'abord sur tout ce que nous faisons. Maintenant, quand vous réfléchissez, vous mûrissez une question, vous êtes persuadé que ça doit s'exécuter, vous agissez. Vous décidez. Maintenant, la décision et l'action, la décision viendra avant l'action. Parce que quand vous réfléchissez, systématiquement, vous décidez de quelque chose. Donc, c'est la décision qui va venir. Vous décidez de faire ou vous décidez de ne pas faire. Mais quand vous décidez de faire, il faut agir. Quand vous décidez de ne pas faire, il faut aussi agir. Donc, quel que soit alpha, après la décision, il faut agir. Mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit en premier, concernant un peu nos valeurs. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est un développement que j'aime bien, parce que j'y crois. Et je crois que dans l'ouvrage, vous trouverez deux mots qui viennent souvent, un peu partout dans tous les 6 chapitres. C'est le mot contextualisation et adaptation. Parce que, n'oubliez pas qu'on a parlé un peu d'évaluation, parce que j'ai beaucoup insisté sur l'évaluation, parce que c'est la chose qui fait le buzz aujourd'hui, qui est totalement nouvelle. Tous les autres, on connaît. L'audit, machin, l'évaluation, on ne connaît pas. Donc, j'ai vraiment tout mis un peu sur l'évaluation. La réforme de l'État, j'ai calé ça à l'évaluation, etc. Donc, je crois que c'était ça. C'est pour moi ma façon de promouvoir cette culture et de pouvoir faire comprendre aux gens qu'on doit systématiquement faire cela. Mais quand on prend les autres aspects, la gouvernance, comme que vous avez cité un peu, c'est important. Ça, c'est la clé de l'évaluation. Ça va ensemble. On ne peut pas faire de l'évaluation sans faire de la bonne gouvernance. Ce n'est pas possible. C'est lié. Parce que même Madame a parlé tout à l'heure de ça, un peu en parlant des composantes de la bonne gouvernance, en parlant de légitimité, de transparence, d'obligation de rendre compte. Mais l'évaluation, c'est ça en fait. L'évaluation vous permet d'être plus transparent parce que vous échangerez sur ce que vous faites et vous êtes obligé de retourner chez les gens, leur dire ce que vous m'avez confié, voilà ce que j'en ai fait. Mais ça, c'est des valeurs de bonne gouvernance. Mais pour revenir un peu à l'aspect valeur, mais nous, en tout cas, société africaine, pour ne pas dire sénégalaise, je crois qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de leçons ailleurs parce que tout est déjà consigné dans notre culture traditionnelle. Moi, je le dis tout le temps, je parle tout le temps de bonne gouvernance. Mais vous savez, l'Occident, j'allais dire, l'Occident a eu peut-être la présence d'esprit de consigner ça sous une forme de politique et de pouvoir disséminer ça dans les pays qui dépendaient d'eux. Donc, vous voulez que je vous donne ça, moi je vous demande de respecter ces principes de bonne gouvernance pour les recevoir. Vous voulez que je vous donne ça, il faut que je vienne évaluer l'utilisation de ce que je vous ai donné. Donc, les agences spécialisées des Nations Unies, les agences spécialisées de Bretton Woods, mais ils ont le pied dans l'évaluation. Vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper. Donc, mais nous, quand on parle de bonne gouvernance, la bonne gouvernance, c'est quoi? La bonne gouvernance, c'est, comme on le dit en Wolof, vous m'excuserez, bul jël loo moomul, da nga war a am discipline, da nga war a wax dëgg, da nga war a bokk,
c'est ça les valeurs, en fait, qu'on retrouve dans les composants de la bonne gouvernance. Des valeurs qui sont universelles. Mais c'est des valeurs universelles et des valeurs qui datent de Mathusalem. Donc, c'est des choses qu'on n'a peut-être pas vraiment organisées, nous, de façon formelle, le partager, mais c'était dans notre ADN. Parce que n'oubliez pas que nous n'avons pas une culture écrite, nous avons plus une culture orale. Donc tout ce que nous faisons, nous ne l'écrivons pas. Ça, c'est notre culture. Senghor le disait déjà. Je vais juste poser une dernière question, parce que Aliou, quand en général, il fait ce genre de mouvement... Ça veut dire qu'il a... J'ai compris. Non, mais Aliou, t'inquiète pas, c'est une dernière question. C'est par rapport au pilotage. Dans la chaîne de décision publique, il y a un maillon essentiel, fondamental, au Sénégal en tout cas, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Alors, aujourd'hui, on voit, et vous le parlez dans la page 35, vous parlez des ministres. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, nous avons de bons ministres? Là, je reprends ma casquette de fonctionnaire. Hein. Donc, moi, je ne suis pas habilité à juger les ministres. Je n'ai pas la prérogative de pouvoir les choisir. Si peut-être j'avais cette prérogative, j'allais utiliser peut-être d'autres critères que celui qui est doté de cette prérogative n'utilise pas. Donc il est le seul à pouvoir juger sur cela. Il est le seul à savoir sur quelle base il a choisi X et non Y. Donc là, c'est vraiment une question assez compliquée pour le fonctionnaire que je suis. Donc, qui respecte certaines choses. Je peux débattre de beaucoup de choses, mais ça, c'est une question qui D'autant plus que le poste de ministre est un poste politique. C'est un poste politique, c'est une question beaucoup plus politique. Donc, il n'y a que celui... Mais tout est politique publique. Oui. Mais le poste de ministre est un poste politique. Non, c'est ça. Le choix du ministre. Le choix du ministre. Vous savez, j'ai répondu à la question tout à l'heure là, dans le débat. Parce que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a la prérogative de nommer aux fonctions civiles et militaires. J'ai commencé par ça, je ne sais pas vous rappeler. Et je vous dis, mais quand même, il faut qu'on l'encadre. Il faut qu'on l'aide. C'est à nous de l'aider, en fait. C'est à nous de l'aider dans ses choix. Parce que lui, il ne connaît pas tout le monde. Donc, quand il cherche des gens, on doit pouvoir lui donner des outils qui lui permettent de dire au moins, je veux quelqu'un qui respecte ces conditions suivantes. Même si la Constitution vous donne le droit de choisir qui vous voulez, si vraiment on a envie de bien faire, quand même des fois... Mais c'est au ministre aussi de bien travailler pour lui faciliter cette tâche-là. Je veux dire que... Non, ça c'est la responsabilité de tout travailleur à n'importe quel poste de travail. Exactement. Vous avez l'obligation de bien travailler. Moi j'ai entendu le président de la République demander au ministre d'avoir une certaine humilité, d'écouter les Sénégalais, de les recevoir. Et ça c'est important. Et ça c'est de l'évaluation. Mais bien sûr que c'est important. Et ça c'est son rôle en tant que chef d'équipe, en tant que capitaine de l'équipe. C'est son rôle de pouvoir remettre les choses, réajuster. Donc lui, il doit être dans une évaluation permanente. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment un peu cela. On pourrait rester des heures à parler, parce que c'est juste rapidement par rapport à cet aspect de l'évaluation. Oui. Je crois que ce que je voulais dire, mon ami... Ciao, oui, l'a un peu dit. Je crois que tout ça, ça nous ramène justement au problème de définition des politiques publiques. Et c'est ça qui a fait que cet ouvrage a été écrit en réalité. Absolument. On a dit... repenser les politiques publiques. Ça veut dire que nos politiques publiques ne sont plus adaptées. C'est ça. C'est encore beaucoup plus ambitieux parce que vous dites réinventer l'État. Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on fasse cet exercice-là. Et ces problèmes-là, tous ces problèmes vont être réglés à l'intérieur de cela. Si on accepte que, la société est malade, l'instrument qui est censé être, qui doit chapeauter tout ce qui doit servir à cette société-là est malade, de l'administration, c'est l'État. Et qu'on ait le courage de le reconnaître et de dire, il faut qu'on repense autrement. Surtout le Covid est passé par là. Beaucoup de choses ont changé. Donc il faut qu'on recontextualise encore une fois, il faut qu'on réadapte pour pouvoir faire des choses comme ça. Et justement, en management public, il y a un terme qui résume tout ça. Vous entendez parler souvent de terme de management responsable. Quand on parle de management responsable en management public, c'est tout simplement l'obligation de rendre compte qu'il y a le management responsable. La redevabilité. Mais bien sûr, il faut que les gens, quand même, il faut qu'on les pousse à cela. Personne ne rencontre rien ici. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et dans une société qui fonctionne comme ça, on aura du mal à émerger. En tout cas, nous avons été et je voulais juste ajouter un peu pour mettre à l'aise Tcherno, c'est que
La commission d'évaluation a un patron, c'est pas moi. Le patron, c'est le président de la commission. Il y a un président de la commission, moi je suis le secrétaire permanent. Donc je préfère que tu m'appelles l'ouvrier de la commission, quelque part. Donc je gère un peu. Le professeur Ibrahim Sarr qu'on a déjà reçu. Voilà, exactement. Bon, et le patron du patron, c'est le président. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir, docteur Morsec. Un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Un très bel ouvrage, repenser les politiques publiques et réinventer l'État.